Je m'appelle Sébastien Boussois, je suis chercheur en sciences politiques, spécialiste des questions euro-arabes et je travaille sur les questions du Moyen-Orient, sur les questions de terrorisme, de radicalisation, mais également sur les processus de transition démocratique ou pas dans le monde arabe en général. Et je suis associé à l'Université libre de Bruxelles, au CECID, et auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un des derniers, Pays du Golfe, les dessous d'une crise mondiale. Alors on a fêté les 10 ans de ce que l'on a communément appelé les printemps arabes. Je crois qu'il est important de revenir déjà sur la dénomination. Bien sûr, comme souvent dans les médias, il y a besoin d'inventer et de trouver un terme qui fasse presque religion et qui parle à tout le monde. Et puis, il y a 10 ans, au moment des soulèvements en Tunisie, puis en Égypte et ensuite la guerre en Syrie et l'effondrement de la Libye, on en a déduit que le terme printemps arabe pourrait être non seulement signe d'espoir, signe de renouveau, mais qu'il concernerait en réalité que les Arabes. Or, évidemment, on sait ô combien ce terme a été galvaudé et on sait ô combien aujourd'hui il est relativement faux. Pourquoi ? Parce que déjà la dénomination de printemps n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Beaucoup de ces processus de transition ou de révolution ou de guerre ont mal tourné. Certains ont même complètement disparu et on a pu assister à un retour des dictatures dans la région. Donc on a parlé à un moment d'hiver islamiste, c'est-à-dire les transitions démocratiques dans la région auraient conduit à des hivers islamistes. Ça veut dire connoter négativement ces processus de transition liés au courant islamistes qui, à un moment ou à un autre, sont passés par le jeu démocratique et ont été élus, puis souvent ont été renversés ou ont fait la preuve et la démonstration de leur incompétence et je dirais les processus politiques dans la région sont ensuite passés à autre chose. Donc hiver était déjà légèrement connoté. Et puis arabe, pour les printemps arabes, ça n'a pas un sens tout à fait exact en réalité, puisque certes il y a eu des soulèvements dans des pays que l'on peut considérer comme majoritairement arabes, mais que ce soit l'Algérie quand il y a eu des mouvements dans les années 2000, on a parlé de printemps berbère, quand il y a eu en Tunisie comme au Maroc des soulèvements, il y avait évidemment certes des Arabes, mais il y avait aussi beaucoup de populations berbères. Et puis, il y a eu d'autres mouvements que l'on a trouvés dans la région, comme les mouvements autour de la place Taksim, par exemple, en Turquie en 2013. Ces personnes-là ne sont pas arabes. En réalité, on a voulu simplifier un processus qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement vaste et qui couvre en réalité toute l'ère géopolitique dite arabo-musulmane, en y intégrant bien évidemment les Turcs ou turcophones et en oubliant parfois d'y intégrer les Iraniens notamment, puisque dès 2009 il y avait eu des mouvements de population de la société civile pour essayer d'accélérer ou d'accéder, de permettre à l'Iran de basculer dans un processus démocratique. Dans ce pays-là comme dans tous les autres pays, malheureusement, globalement, l'échec est cuisant. Donc pourquoi est-ce que 10 ans après, on ne peut même plus parler de printemps arabe pour les raisons expliquées, ou d'hiver islamiste, ou d'automne de la région, j'utiliserai plutôt ce terme d'automne oriental, c'est qu'il n'y a malheureusement aucun exemple dans la région de processus transitionnel démocratique qui est réussi et qui est surtout fourni toutes les réponses à ce pourquoi les gens s'étaient révoltés. L'Égypte, basta la révolution. Aujourd'hui, on a le retour d'un homme autoritaire, d'un maréchal qui a supprimé l'ensemble des fruits de la révolution pour mettre en place un régime qui est bien plus drastique et bien plus autoritaire et bien plus liberticide que les dernières années de Moubarak. Que ce soit Bahreïn, que ce soit la Syrie, que ce soit la Libye, soit on est dans des échecs totaux des processus révolutionnaires, soit on est dans des guerres qui n'en finissent pas, comme c'est le cas en Libye, soit on est dans le maintien de dirigeants relativement autoritaires ou de dictateurs, comme c'est le cas par exemple en Syrie. Et puis il y a au milieu de cet océan d'échecs un petit pays, celui que l'on a appelé aussi, puisqu'on a souvent besoin de ce type de teaser, le laboratoire de la transition démocratique, c'est-à-dire la Tunisie. La Tunisie a longtemps été un espoir pour l'ensemble du monde arabe, mais sous l'influence de différentes
puissance étrangère, régionale en grande partie, sous les coups de boutoir et les tensions démocratisantes des uns et des autres, on est aujourd'hui dans une situation où, certes, la Tunisie a une nouvelle constitution, certes, aujourd'hui les Tunisiens peuvent parler, peuvent crier, peuvent protester, mais les raisons mêmes de l'immolation de Mohamed Bouazizi en 2010, c'est-à-dire la crise économique et sociale violente qu'a traversé l'ensemble du monde arabo-musulman après la crise de 2008, après la crise mondiale de 2008, puis ensuite dans l'ensemble de l'ère géopolitique arabo-musulmane, cette crise économique et sociale n'a absolument pas été enrayée. La situation économique aujourd'hui et sociale en Tunisie est pire qu'avant la Révolution. Totalement dépendant des institutions internationales, ce petit pays n'a pas beaucoup de ressources, contrairement à ses voisins. Il dépend en grande partie de quelques phosphates, il dépendait du tourisme, il n'y a plus de tourisme, il dépend de la diaspora, et puis c'est à peu près tout. Et ce pays a aussi été largement déstabilisé par le chaos libyen à côté, c'est-à-dire que les premiers Libyens qui sont arrivés en Tunisie en 2010-2011 après le renversement de Kadhafi ont été les Libyens qui avaient de l'argent, ont été les commerçants qui, eux, ont développé une partie du sud tunisien. Mais tous ceux qui sont arrivés ensuite, les quelques centaines de milliers de Libyens qui sont arrivés en Tunisie, n'ont pas été ceux qui ont permis de maintenir la Tunisie à flot, bien sûr. Et vous ajoutez dans ce contexte-là une évolution politique et sociale qui a été, je dirais, influencée ou à un moment très proche des Narda, avec le parti des frères musulmans qui a joué un rôle extrêmement important, avec un parti qui n'a pas été capable pour autant de régler la question de la crise économique et sociale, du chômage de longue durée des jeunes, de l'enclavement des provinces tunisiennes complètement abandonnées par le pouvoir central. On se retrouve dans une situation aujourd'hui où, il y a quelques mois, les élections municipales ont confirmé et ont conforté la place prépondérante des Narda, premier parti tunisien, avec une maire à Tunis qui fait partie des Narda. Mais aujourd'hui, on voit que le pays a rebasculé dans une crise totale, avec un président tunisien qui est en tension avec le Premier ministre qu'il a élu, et finalement une impossibilité d'assurer une transition démocratique qui puisse offrir une stabilité en Tunisie. Aujourd'hui, on voit que du coup, le seul pays qui a été considéré comme un succès dans ce processus dit des printemps arabes est malheureusement aujourd'hui au bord du gouffre. Alors il faut noter pour finir que la région du Moyen-Orient a été, au moment des printemps dits arabes jusqu'à aujourd'hui, sous l'influence de plusieurs puissances étrangères régionales, ce qui n'avait pas été forcément toujours le cas pendant des décennies. Certes, l'influence américaine, un grand classique, certes, l'influence des grandes puissances occidentales, que ce soit la France ou que ce soit d'autres pays qui, à un moment ou un autre, ont eu soit maille à partir, soit des affaires dans la région, on assiste depuis ces printemps au retour des grandes puissances régionales, ce que certains chercheurs appellent les grandes puissances prédatrices, c'est-à-dire des pays qui veulent se remettre certains pays sous leur zone d'influence claire et nette. C'est le cas de la Turquie, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas des Émirats Arabes Unis et c'est le cas du Qatar, et ces pays-là ont joué par des jeux d'alliance et de tension un rôle extrêmement important, soit dans des tentatives de stabilisation de chaos, soit dans des tentatives claires de déstabilisation d'un certain nombre de pays. Alors l'ancien président américain a essayé de trouver une solution, essayé de régler un certain nombre de conflits ou de guerres et essayer d'apaiser la région. Donald Trump n'a peut-être pas forcément choisi les bons chevaux, en tout cas en donnant un soutien inconditionnel à Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, mais également au prince héritier émirati Mohamed Ben Zayed. Ces deux dirigeants, en réalité, n'ont qu'un objectif, je dirais, c'est de mettre en place cette vision du Moyen-Orient telle que Bush l'avait rêvé, celle des néocons, c'est-à-dire un nouveau Moyen-Orient qui ressemble à l'ancien, c'est-à-dire taire la rue arabe, comme l'on dit, c'est-à-dire empêcher et étouffer toutes les aspirations démocratiques, sans même imaginer que dans 10 ou 20 ans, je dirais que cette poudrière qu'est le Moyen-Orient aura des processus récurrents de révolution qui seront multipliés peut-être par 10 ou par 100 par rapport à ceux de 2010. Et l'objectif du coup de Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed, c'est de remettre en place des dirigeants autoritaires sur l'ensemble des pays pour lesquels ils ont un intérêt. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Libye avec le maréchal Haftar, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Égypte avec le maréchal Sissi. Et donc petit à petit, on voit se dessiner
une division extrêmement dangereuse pour la région. D'un côté, l'axe tel qu'on pourrait l'appeler sionisto-sunnite, c'est-à-dire ces alliances avec les accords d'Abraham poussées dans un dernier élan d'espoir de l'administration américaine Trump, avec ces accords signés entre les Émirats arabes unis et Israël, entre Israël et un certain nombre d'autres pays arabes, comme le Soudan, comme le Maroc. Et l'objectif, en réalité, était de permettre de faire ce que j'appelle un front du refus iranien. Dans une situation où l'on passe son temps à dire que l'ennemi numéro un au Moyen-Orient et pour le monde est l'Iran, on voit bien qu'en fait, un certain nombre de pétromonarchies se sont connectées directement avec Israël pour permettre de faire un axe extrêmement fort et faire plier l'Iran et ses alliés, donc plutôt du côté de la Turquie et de Téhéran. Et en réalité, on se rend bien compte que ce n'est pas ça qui va permettre, d'une part, de mener à la paix. Cette division du camp sunnite et chiite, qui est une pure construction artificielle depuis quelques années, ne va pas permettre de résoudre les différentes crises qui sont avant tout économiques et sociales, plus que culturelles et civilisationnelles. Et on se retrouve du coup dans une situation où 10 ans après les printemps arabes, on n'a pas un seul pays qui a permis d'émerger démocratiquement. On a des guerres qui ont été avortées avec des centaines de milliers de morts. On a des guerres larvées qui ne trouvent aucune solution, que ce soit la Libye malgré les négociations actuelles ou que ce soit le Yémen avec près de 400 000 morts depuis le début du conflit. Et je dirais que tout cela est globalement, hélas, désespérant, que tous ces millions de musulmans et de personnes habitant le Moyen-Orient doivent aujourd'hui mettre, je dirais, un frein à leurs aspirations démocratiques, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, les choses reviendront, les processus révolutionnaires seront de toute façon de retour, parce que l'autoritarisme, les dictatures qui sont en place à nouveau ou encore dans la région ne devraient plus avoir d'avenir dans les décennies qui arriveront. Et on ne peut que espérer qu'un jour, enfin, le Moyen-Orient puisse basculer dans cette démocratisation tant attendue par les personnes qui l'habitent, mais également par l'ensemble du monde, puisque tant que le Moyen-Orient sera une région déstabilisée, l'ensemble du Moyen-Orient en subira les conséquences. Concernant l'Algérie, concernant le Maroc, je crois qu'il y a quelques éléments intéressants. D'une part, le choix du roi du Maroc d'avoir permis un certain nombre de processus de développement, un certain nombre je dirais, d'avancées d'un point de vue social et économique a permis en grande partie d'apaiser un certain nombre de tensions, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire d'un point de vue de l'éducation, du point de vue du système de santé au Maroc. Mais le choix est relativement différent de celui qui a été fait en Algérie, où depuis 2 ans, on a pu assister à des mouvements populaires, ceux du Irak, qui ont malheureusement, selon moi, accouché d'une souris, c'est-à-dire que l'Algérie, qui est le plus grand pays africain, aujourd'hui est présent nulle part. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a un nouveau président, Tebboune, qui est un fantôme et qui est exactement le même que le président précédent, c'est-à-dire Bouteflika, dans une situation où il ne dirige pas vraiment, où il est malade, où il va se faire soigner à l'étranger manifestement parce que les soins ne sont pas suffisamment à la hauteur en Algérie, et que les espoirs des irakistes sont aujourd'hui complètement douchés. Cela fait 2 ans et jusqu'à la pandémie, cela fait 2 ans que des millions d'Algériens défilent dans les rues de manière pacifique et ne parviennent à pas grand-chose, une maigre réforme de la Constitution, une situation économique et sociale extrêmement scabreuse puisque l'Algérie, en dehors du pétrole, n'a aucune diversification de son économie, donc avec l'effondrement des cours du baril, il y a de quoi être véritablement inquiet sur les années à venir en Algérie, ce qui est très différent du Maroc qui essaye de stabiliser son économie par une diversification, par les phosphates, par le tourisme s'il revient un jour, par les devises des Marocains résidant à l'étranger et par un certain nombre d'autres éléments comme l'agroalimentaire par exemple, entre autres. Ce qui est très inquiétant pour l'ensemble du Maghreb, c'est qu'il reste extrêmement dépendant de la politique de voisinage de l'Europe et quand l'Europe va mal, c'est-à-dire comme tout le monde actuellement,
le Maghreb va mal. C'est cette question de la dépendance du Maghreb à l'égard de l'Europe qui reste encore problématique pour l'avenir. Et le roi du Maroc l'avait bien rappelé et avait profité du vide abyssal que représente aujourd'hui l'Algérie sur le continent africain. Le roi du Maroc, qui a réinscrit le Maroc dans son africanité, a probablement été un des éléments les plus importants en termes de politique étrangère de la part du royaume chérifien depuis quelques années. Les Nord-maghrébins, les Nord-africains ont souvent tendance à oublier qu'ils sont connectés à un continent qu'ils ont souvent en grande partie délaissé. Le Maroc a fait ce choix que n'a pas fait l'Algérie, c'est-à-dire re-signer un certain nombre d'accords bilatéraux et de coopération avec bon nombre de pays subsahariens, ce qui pourra aussi lui assurer un certain avenir.